écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Salim Saab, bonjour. Bonjour. Ravi de te rencontrer dans un café parisien, on va le dire. Tout à fait, c'est ça, ambiance parisienne. Voilà, on a un bruit d'ambiance assez présent. Les flippers, les voitures qui passent, les scooters. Les tasses à café. Donc on se rencontre pour parler essentiellement d'un documentaire, mais je vais faire un petit rappel quand même parce que tu as été rappeur, tu es journaliste, tu es franco-libanais et tu animes une émission musicale qui est très écoutée dans tout le monde arabe sur la radio internationale et panarabique. Je vais te laisser donner Radio le nom. Monte Carlo Doualiya, donc qui est une radio panarabique qui appartient au groupe France Média Monde, qui englobe France 24, RFI et Radio Monte Carlo Doualiya, et on est écouté dans plus d'une vingtaine de pays du monde arabe, notamment dans les pays du Golfe et dans les pays du Moyen-Orient. Et ça fait à peu près 7 ans, un peu plus de 6 ans que j'anime cette émission, Aswat al-Madina, qui veut dire les voix de la ville, donc une émission en arabe, et qui met en lumière la culture entre guillemets underground, ou la culture urbaine disons, dans le monde arabe, donc spécialement hip-hop parce que je suis un activiste de la culture hip-hop depuis le début des années 90, mais également l'électro, le reggae, le R&B, le street art, pas seulement hip-hop quoi. Mais globalement oui, c'est une émission du hip-hop et c'est une des seules émissions du hip-hop qui est vraiment diffusée dans tout le monde arabe. Est-ce que tu es toujours aussi animateur de l'émission Rap School, New School. Sur Aline ? Oui, j'anime toujours Old School New School depuis 10 ans maintenant, et c'est marrant parce que là on est à Paris, on est à 2 pas de la radio Aligre dans le 11e arrondissement, et on reprend à la rentrée en septembre. Donc c'est une émission qui s'appelle Old School New School que j'ai commencé en 2010. C'était un peu pour comment dirais-je, rendre hommage à la old school du hip-hop français, parce qu'on parle peu des pionniers de la culture hip-hop en France, et je trouvais que c'était dommage que les médias ne reviennent pas sur cette histoire. Il y a des reportages, il y a des documentaires, mais il y a très peu d'émissions qui reviennent sur les prémices du hip-hop en France, et moi je trouvais que c'était intéressant de rendre hommage à tous ces acteurs du milieu hip-hop qui ont permis aux jeunes d'aujourd'hui de faire du rap, de faire de la danse, de faire du graffiti, etc. Donc Old School, New School, c'est plus old school que new school, mais j'invite aussi des gens de la nouvelle génération pour faire un équilibre et pour créer un pont entre les anciens et la nouvelle génération. Tu es aussi auteur, toi, de 3 albums de rap, si mes sources sont bonnes, qui sont parus dans les années 2000. Alors moi j'ai commencé, je reviens un peu sur mon parcours dans le rap, j'ai commencé à rapper au milieu des années 90 et ça a commencé à devenir sérieux début des années 2000. J'ai monté une structure avec mon frère, on a sorti des mixtapes, c'était à l'époque des cassettes, donc là c'était un autre temps. Et puis après j'ai sorti mon premier album qui était un mini-album, on appelait ça un EP à l'époque en 2004. En 2006 j'ai sorti mon premier album, là le premier c'était un EP, le deuxième c'était vraiment un album, et le troisième album en 2008-2009, et puis après j'ai commencé à faire de la radio. En parallèle à ça j'écrivais pour la presse. Ça c'était sous le nom Royal S. Royal S, voilà. J'ai gardé ce nom-là pour la radio, donc quand j'anime mes émissions j'anime sous le nom de Royal S parce que c'est resté. Et puis je fais toujours un peu de rap de temps en temps, je monte un peu sur scène de temps en temps quand il y a des open mic, mais c'est vrai que c'est plus trop mon activité principale quoi. Mais oui, j'ai sorti à peu près 3 albums, plus des mixtapes, ce qu'on appelait des mixtapes autour. Et, Tu es aussi rédacteur pigiste pour plusieurs titres de presse, et tu as réalisé donc déjà 2 documentaires. 2 documentaires, donc Beyrouth Street, le hip-hop au Liban, qui est sorti en 2017, voilà. Et Forte, le petit dernier. Voilà, le dernier qui est sorti en 2018 et qui, on va en parler, mais met en lumière d'artistes issus du monde arabe, donc principalement du Liban, mais aussi Koweït, Arabie Saoudite et Tunisie. Des femmes. Des femmes, oui. Que des femmes, dans celui-ci, voilà, qui sont aussi dans les cultures urbaines. Donc. Dans les cultures urbaines, dans le street art, le tatouage, la danse, le graffiti, le kickboxing aussi, voilà, un peu de sport de combat. Voilà. Donc elles nous parlent de leur vie, de la place de la femme dans au sein de la arabe, société dans laquelle elles vivent, parce qu'elles sont... Enfin, il y en a qui viennent de pays différents. Il y en a 5 qui sont du Liban, oui. Une du Koweït, une d'Arabie Saoudite et une de Tunisie. Voilà. Donc on va revenir sur ce documentaire. Et quand tu dis, pour revenir un petit peu sur ton parcours avant, tu dis que tu es un activiste de la culture hip-hop. Donc pourquoi le hip-hop ? Comment toi tu es venu au hip-hop quand tu étais plus jeune, et pourquoi activiste ? C'est très simple. Moi je suis arrivé, avec ma famille on est arrivé en France en 1991.
Du Liban donc. Du Liban. Disons qu'avant ça, on était partagé entre le Liban, Chypre et la France. C'est-à-dire que vu que c'était la guerre civile, le Liban a connu une guerre civile de 1975 à 1990. Donc à chaque fois que mes parents tentaient de revenir au Liban, il y avait des événements qui faisaient qu'on était quasiment obligé de repartir. Pour te donner un petit exemple, en 87, dans la cour de récré de mon école, un obus explose pendant qu'on était en classe. Et ça commençait à devenir, pour mes parents, ça commençait à devenir assez... Tu avais quel âge? Je devais avoir 6-7 ans. Mes parents donc, ont décidé de repartir parce que ça commençait à devenir un peu anxiogène et c'était très risqué pour nous, pour eux. Et donc voilà, à chaque fois qu'on tentait de revenir au Liban pendant la guerre, c'était pas évident. Donc on était partagés un peu entre Chypre, qui était pas loin du Liban, une demi-heure d'avion, le Liban et Paris. Et en 91, mon père a trouvé du travail à Paris et ils ont décidé de venir en France. Et on est arrivé en banlieue parisienne, à Noisy-le-Grand, donc en 91, 92. Et c'est vraiment là où j'ai découvert la culture hip-hop. Avant, je connaissais plus ou moins le rap. Je ne savais même pas qu'on appelait ça du rap. Je crois que le premier morceau de rap que j'ai entendu, c'était Eric B. and Rakim, Paid in Full. Je ne savais même pas que c'était du rap. Je pensais que c'était de la pop, enfin de la musique, quoi. Et en 92, il me semble qu'il y avait l'émission d'Olivier Cachin, Rapline, sur M6. Et de temps en temps, je tombais dessus. Et il y avait des clips de rap aussi sur M6, souvent après minuit, à l'époque où M6 mettait beaucoup de clips. Les gens qui ne connaissent pas M6 des années 80-90, il faut savoir que c'est une émission musicale à la base, une chaîne de télé musicale et, qui mettait au début 100% de clips, puis progressivement 50%, puis après maintenant ils en mettent quasiment plus. Et de temps en temps, je tombais sur des clips de rap et c'était souvent les mêmes codes. Donc il y avait le rappeur, puis il y avait souvent des DJ, puis il y avait des gens qui faisaient du graffiti, enfin ou du moins il y avait du graffiti dans les clips, des gens qui dansaient derrière le rappeur. Et j'ai très vite compris que tout ça c'était lié à la culture hip-hop. Et la culture hip-hop était très présente en banlieue, encore aujourd'hui, mais encore plus dans les années 90. Et moi j'ai tout de suite accroché, quoi. C'est l'énergie, c'était dynamique, j'aimais la musicalité aussi parce que musicalement je trouvais ça super fort et le fait que ça soit accessible. Moi je voyais des gens qui, dans les clips, je voyais des bâtiments qui ressemblaient aux bâtiments dans lesquels je vivais en banlieue, des gens qui nous ressemblaient, donc je me disais, bon, pour moi la musique avant c'était quelque chose d'élitiste entre guillemets. C'était pas encore les clips bling bling avec oui, voilà. les grosses chaînes en or et les grosses bagnoles. Et puis je me reconnaissais aussi un peu dans les paroles du rap français. Le rap français à l'époque était très contestataire, Assassin, NTM, IAM, Ministère Hammer, donc ça m'a plu et milieu des années 90, je commençais à écrire un peu, à rapper. C'était très amateur, j'avais 14-15 ans, mais ça m'a permis de m'occuper, de trouver une passion. Et après, début des années 2000, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, puis j'ai sorti mes albums et j'étais toujours dans une veine un peu, toujours contestataire, engagé. Un des premiers morceaux qui m'a fait connaître du public underground s'appelle Fuck Captain America, donc qui est un morceau contre l'impérialisme américain. J'ai regardé le clip, on peut voir le clip sur le net, pour ceux que ça intéresse. Un clip où on reconstituait les sévices qu'ont subis des prisonniers irakiens dans les prisons d'Abu Ghraib. Donc les sévices de violence qu'ils ont subies par l'armée américaine. Et c'était des images à l'époque qui avaient été... il n'y avait pas internet à l'époque, donc c'était vu à la télé, des images très dures où vous voyez des prisonniers, c'était souvent même pas des prisonniers de guerre, des civils se faire torturer par l'armée américaine de façon ignoble. Et on a voulu reconstituer donc, ces sévices, on va dire, pour montrer à quel point c'était violent. Et je pense qu'on a dû reconstituer peut-être 40%, 50% de ce qu'on a vu, parce que ça devait être pire dans la réalité. Donc ça, c'est un des morceaux qui m'a fait un peu connaître. Et puis après, j'ai sorti un album qui s'appelle Attitude identitaire, qui revient sur le thème de l'identité. Et quand j'ai écrit cet album, à côté, je lisais beaucoup, et je lis toujours encore, mais j'avais lu le bouquin de Amin Maalouf, Les identités meurtrières, qui traite aussi sur la thématique de l'identité. Et je me reconnaissais dans ce bouquin parce que dans le livre, il explique qu'en fait l'identité est composée de plusieurs éléments. Je suis libanais, mais je suis aussi français, je suis aussi banlieusard, je suis artiste. Enfin voilà, tous ces éléments font que je suis moi-même et pas quelqu'un d'autre, et toi aussi, c'est pareil. Et donc ça m'avait ouvert les yeux un peu sur le concept de l'identité, surtout à ce moment-là où l'islam était un peu stigmatisé après le 11 septembre, donc il y avait
Il y avait toujours, je crois. Oui, et il y avait toujours ce spectre du choc des civilisations. Et donc moi je trouvais qu'il y avait quelque chose à dire par rapport à ça. Et donc j'avais écrit cet album Attitude identitaire où j'expliquais qu'on est tous, que l'identité n'est pas forcément liée à une origine ethnique ou à une religion, ou c'est un tout. Et puis c'est complexe. Pour chaque individu, c'est complexe. Oui, aussi. voilà, c'est beaucoup plus complexe. Pas par exemple, une étiquette qu'on peut mettre sur toute une population. Si on revient par exemple sur l'identité arabe, est le socle de l'identité arabe, c'est la langue arabe. Ça, c'est un exemple. Mais ça, c'est un facteur déterminant dans l'identité arabe, par exemple. Et l'identité arabe, elle est plus complexe que ce que les gens pensent. C'est-à-dire que la culture marocaine est différente de la culture du Moyen-Orient. La culture des pays du Golfe est différente de la culture libyenne ou égyptienne. Donc chaque pays a ses codes, a sa culture. Même si on est lié par la langue ou par le concept panarabique, qui est un concept politique, il y a quand même différentes cultures et différentes identités. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qu'on met sous le mot arabe? Parce que finalement on met tout et n'importe quoi aujourd'hui. Comme je te le disais, après ça c'est ma définition, hein. Moi je prétends pas avoir la science infuse à ce niveau-là, mais c'est vraiment la langue qui est le facteur déterminant du monde arabe. Après, culturellement, c'est vrai qu'on trouve certaines similitudes, mais c'est vrai que par exemple, je prends un exemple tout bête, hein. Musicalement, le raï est très différent de la musique traditionnelle orientale, par exemple. Culturellement, c'est très différent, mais il y a ce socle de la langue qui lie le monde arabe, et puis c'était le concept du panarabisme, bon ça. On va revenir à l'ancien président égyptien Abdel Nasser, donc, qui avait contribué à créer ce mouvement pour réunir tout le monde arabe, un peu comme les États-Unis se sont réunis, comme l'Europe. On parle de l'Europe, d'accord, mais en Europe, c'est même pas une langue qui lie tout le monde, c'est un concept géographique et économique, alors que la culture sud-européenne, espagnole, italienne est complètement différente. Voilà. Donc il y avait une logique dans le monde arabe, déjà la logique de la langue, et puis aussi culturellement, même si ce n'est pas les mêmes cultures, il y a quand même des codes que l'on retrouve. Il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu dans la cuisine par exemple, c'est vrai que dans le Moyen-Orient on parle par exemple de la cuisine libanaise, de la cuisine syrienne, de la cuisine palestinienne, mais c'est la même cuisine en vrai. Dans le Moyen-Orient, au Maghreb c'est pareil, on parle de la cuisine par exemple tunisienne ou marocaine. Le couscous, il est partout dans le Maghreb, les autres plats sont partout, les tagines sont partout. Mais chacun son couscous. Oui, mais chacun a ses spécialités. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a des différences dans la culture, il y a quand même des dénominateurs communs qui sont peut-être un peu plus logiques que les dénominateurs communs européens. Parce que je ne sais pas si le suédois ressemble au français au niveau de la langue. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc il y avait une logique dans le concept de panarabisme. Et puis, c'était aussi un concept décolonial. C'était l'union des pays arabes contre les colonies, clairement. Et ça avait commencé même à l'époque de l'Empire ottoman, où le monde arabe était sous l'Empire ottoman. Et ça a commencé progressivement à cette époque-là. Et ça s'est pérennisé. On s'éloigne un peu, je crois, du sujet, mais pas tant parce que... Mais c'est intéressant parce que ça fait partie de toi aussi. Oui, mais pas tant parce que c'est vrai que moi, quand j'ai fait Forte, je vais expliquer un peu. Bon, oui, voilà, parce que c'était évidemment la question suivante, puisque tu es passé à la réalisation de documentaires, si j'ai bien compris, pour toucher un public plus large, parce qu'en fait, dans le rap, tu parles à un public qui est déjà acquis à la cause en général. C'est ça, et puis... alors qu'avec le documentaire, tu peux toucher un avec public le documentaire, et peut-être faire toucher des personnes comme toi qui ne s'intéressent peut-être pas Ouais. forcément au hip-hop. J'ai fait des projections fortes dans des médiathèques où il n'y avait que des personnes âgées de plus de 65 ans. Je ne sais pas si dans le rap, j'aurais pu le faire. Alors raconte-nous, comment est née l'envie de faire ce documentaire? Moi, j'ai réalisé, avant Forte, j'ai réalisé Beyrouth Street, le hip-hop au Liban, sur la culture hip-hop au Liban, et j'avais envie de rendre hommage à la culture hip-hop libanaise, parce que ça fait 20 ans qu'il y a du hip-hop, donc ça fait 50 ans qu'il y a du hip-hop dans le monde, mais au Liban, c'est encore assez récent, ça fait 20 ans, un peu 25 ans. Et je connais la plupart des acteurs du hip-hop libanais sont des amis à moi, donc j'ai décidé de prendre cette caméra et de filmer les scènes, les concerts, de faire des interviews et d'emboîter tout ça comme un puzzle pour rendre hommage à la culture hip-hop au Liban et pour montrer que par le biais de la culture, tout le clivage confessionnel est mis de côté. C'est-à-dire qu'au Liban, on est régi par une politique confessionnelle et cette politique confessionnelle, on ne la retrouve pas dans la culture hip-hop et dans la culture au sens large, mais surtout dans la culture hip-hop où le seul dénominateur commun, c'est le talent au final. Et je trouvais ça intéressant, donc, et puis de présenter un Liban que peu de gens connaissent, vous savez, dans les médias, en règle générale, quand on parle du Liban, c'est soit pour des sujets un peu anxiogènes, guerre, terrorisme, etc., ou soit la jet set, le côté un peu bling-bling, superficiel, le Liban, la Suisse du Moyen-Orient, vous savez, toujours les mêmes clichés un peu qui reviennent.
Moi, je voulais montrer le Liban que moi je connais, les lieux où moi je vais, les gens que moi je côtoie, le Liban underground que peu de gens connaissent. Et beaucoup de gens étaient étonnés de voir qu'il y avait une culture hip-hop très dynamique au Liban. J'ai projeté ce film un peu partout, donc forcément en France. Et durant les questions-réponses avec le public, il y avait une remarque qui revenait souvent, c'était « mais c'est incroyable, il y a des femmes dans votre documentaire, c'est quelque chose d'incroyable, on ne s'y attendait pas, comment ça se fait ?» Et une fois, il y a une personne qui m'a posé une question, une dame assez âgée, qui m'a dit « mais est-ce qu'elles ont le droit ? Est-ce qu'elles ont le droit de danser ? On les voit danser dans la rue, est-ce qu'elles ont le droit de faire ça ? Est-ce que c'est pas réprimandé par la police ?» Et moi, sa réaction m'a étonné et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de stéréotypes sur les femmes arabes et sur le monde arabe de manière générale. Et on va dire que dans l'inconscient collectif, les gens pensent que dans le monde arabe est régi par des lois liberticides, que les femmes n'ont le droit de rien faire. Parce qu'en fait, c'est confus. Voilà, c'est-à-dire qu'on mélange tous les pays et quand Exactement. on voit une information arriver Voilà. qui nous dit qu'une blogueuse a été, a été assassinée. Voilà. Vu d'ici, on imagine que tout le monde c'est partout arabe pareil. Voilà. Alors moi, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'inégalité homme-femme dans le monde arabe, qu'il n'y a pas de loi liberticide, qu'il y en a. Il y en a partout, mais il y en a, et peut-être que dans certains pays du monde arabe plus que dans d'autres. Mais je voulais montrer autre chose, je voulais montrer, parce que moi les femmes que je côtoie dans le monde arabe, elles sont dans la culture urbaine, elles sont très épanouies, elles sont indépendantes, elles sont très fortes, elles ne demandent rien à personne, elles ne sont pas dans la victimisation. Moi je me suis dit tiens, ça serait peut-être pas mal de faire un documentaire sur toutes ces femmes que moi je connais, que j'ai déjà interviewées pour mes émissions de radio, pour la presse, et de montrer que certes il y a peut-être des inégalités hommes-femmes, il y a peut-être une société patriarcale dans le monde arabe comme partout ailleurs, mais il y a aussi des femmes qui par le biais de l'art, par le biais du hip-hop, du street art, du graffiti, ont trouvé un espace de liberté, un moyen d'être indépendante, de faire passer des messages et puis un moyen de gagner leur vie aussi parce qu'elles ne sont pas juste passionnées. C'est pas un loisir, elles sont professionnelles. Oui, Marwa, la tatoueuse, a ouvert son salon de tatouage. Là, je regarde sur son Instagram, elle a à peu près 10 clients par jour. Lana a ouvert son école de danse hip-hop. C'est quand même très fort. Elle a ouvert son école de danse hip-hop et pas que de hip-hop, mais elle enseigne le hip-hop à des gens. Nawel Benkraïm, c'est une chanteuse d'origine tunisienne qui fait des tournées en France, en Tunisie, au Liban. Récemment, elle était au Liban. Lily, elle donne des cours de danse, elle chante. Donc voilà, Marie-Jo aussi, elle fait des super belles fresques. Elles gagnent toute leur vie par le biais de l'art. Donc moi, je trouvais ça intéressant de montrer un autre aspect. Parce que souvent, dans l'imagerie populaire occidentale, disons-le comme ça, souvent, et ça vient, on va dire, des études orientalistes du 19e siècle. Voilà, c'est les restes. Et on pense que les femmes arabes sont soumises, faibles, invisibles dans la société, que leur seul souhait dans la vie serait de quitter leur pays, etc. Ça peut être le cas parfois, mais... Puis ça dépend des pays. Et puis ça dépend des pays, ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Moi je suis sûr qu'en France, je suis sûr qu'en France, là il y a eu une étude qui montre que depuis le début de l'année 2019, il y a eu 100 féminicides à peu près. Donc c'est beaucoup plus complexe que l'on croit. Donc moi je voulais montrer, j'aime bien des fois montrer le verre à moitié plein. Donc, et puis surtout que la plupart des reportages, des documentaires qu'il y a sur les femmes dans le monde arabe ou sur le monde arabe de manière générale, c'est des reportages, c'est le paradigme victimaire, quoi. C'est toujours pour nous montrer sous un aspect, oh regardez les pauvres arabes, ils souffrent, et nous on va venir les sauver. Un peu condescendant, oui, mais ça c'est encore la mentalité coloniale. Voilà, c'est la mentalité C'est pour ça que le féminisme d'ailleurs, il y a un féminisme dans le monde arabe, l'époque coloniale, et dont on a aujourd'hui toujours les grandes lignes ici en France, est remis en question quand même aujourd'hui, parce que effectivement le féminisme, qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend de où on est et dans quelle culture on est et comment on le vit. Il faut déconstruire aussi cette idée qui voudrait que le féminisme soit un concept, une idée purement occidentale et qui a été exportée partout dans le monde. Il y avait qui se dit universel, voilà, c'est-à-dire qu'on se considère comme la référence. C'est ça. Puis, alors qu'il y a des figures du féminisme dans le monde arabe comme Huda Sharawi par exemple, une égyptienne qui a vraiment, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a ouvert des associations pour alphabétiser les filles pauvres du Caire, des femmes comme Laure Mouraïzel qui ont fait en sorte que les femmes puissent voter au Liban début des années 50, bien avant la Suisse par exemple. Donc il y avait des figures du féminisme et moi, pour te dire la vérité, avant de réaliser ce film-là, j'étais féministe, disons un peu, pas comme, j'allais dire comme tout le monde, mais dans le sens où oui, j'étais pour l'égalité homme-femme, etc. Mais j'avais pas mis la tête dedans, c'est-à-dire que je n'avais pas bouquiné dessus. Et donc en mettant un peu la tête dedans, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de féminisme. Le féminisme intersectionnel par exemple. C'est marrant parce que j'en parlais à une amie, elle me disait « mais regarde, tu as beaucoup de femmes aux États-Unis, des femmes blanches qui ont voté pour Trump
pour conserver leurs privilèges blancs. Et elles se disent féministes en même temps. Donc ça c'est des choses. Pas compatible. Ça, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte quand on ne met pas un peu la tête dedans, quand on ne fouille pas un peu. Moi, par exemple, les figures du féminisme du monde arabe comme Hoda Sharawi, j'en avais pas entendu parler, par exemple. Si j'avais pas fait des recherches, j'en aurais jamais entendu parler, sûrement. Parce qu'on nous met souvent en pleine face que le concept de féminisme, c'est un concept français ou britannique et qui a été exporté dans le monde entier, etc. Donc c'est souvent super complexe. Et moi, j'ai essayé en une demi-heure d'aborder tous ces sujets, mais je voulais surtout mettre la lumière sur le côté artistique aussi. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que Forte, ce n'est pas un documentaire sur le féminisme dans le monde arabe, c'est un documentaire sur des artistes femmes dans le monde arabe et la question du féminisme est abordée. Mais c'était ça aussi parce que je ne voulais pas que... Je trouve qu'à chaque fois, par exemple, je ne sais pas si demain on fait un documentaire sur des femmes surveuses à Biarritz, est-ce qu'on va forcément leur parler des inégalités salariales ou du féminicide? Non, alors pourquoi quand on fait un documentaire sur des femmes du monde arabe, forcément il faudrait qu'on parle des inégalités hommes-femmes. Donc il y a ça aussi qui fait que... Parce que le cliché est là. C'est toujours le prisme. Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut aborder, mais ce n'était pas seulement ça. C'est aussi, on parle de leur art, qu'est-ce que ça leur procure d'être artiste. Et souvent on sent que ça leur donne un espace de liberté. Et voilà, donc il y a aussi un message universel. Il y a un témoignage très touchant d'ailleurs d'une jeune femme que je ne me souviens plus des prénoms, mais qui est interviewée en voiture. Lily Randour. Celle qui parle de sa mère, oui, voilà. Donc voilà, moi, dans un camp de réfugiés palestiniens et après qui a ouvert son ONG, qui est malade qui a la polio, donc ouais, c'était très dur pour elle. Et moi j'avais posé la même question à peu près à toutes les filles. Et à un moment je leur ai posé une question, quel est ton modèle, enfin voilà, en tant que femme, quel est ton modèle, etc. Et Lily a commencé à parler de sa mère et il y avait beaucoup d'émotions dans sa réponse et j'ai trouvé ça juste magnifique de laisser cette réponse-là comme elle est, sans montage, rien. Et c'était très fort aussi. Et vu que le documentaire s'appelle Forte, voilà, elle parle d'une femme qui est sa mère et qui est forte à ses yeux et qui est forte même, voilà, pas seulement à ses yeux parce qu'il faut le faire quand même, ce qu'elle a fait. Je trouvais ça intéressant aussi parce qu'elle aurait pu répondre oui, je sais pas, un exemple de modèle féminin. Enfin, elle aurait pu donner, je sais pas, Frida Kahlo ou n'importe quelle autre femme très connue, mais non, elle a voulu parler de sa mère qui était son modèle. Enfin, Et quels sont les autres clichés qu'on a en ce moment en France sur les... Bon, hormis la question évidemment religieuse, sur les Arabes, quelles sont les choses que tu trouves qui sont urgentes à changer dans Pour déconstruire les clichés, ça ne va pas être très simple. Moi, j'ai remarqué, je retourne souvent au Liban, c'est mon pays, enfin je suis attaché à ce pays. Déjà, moi j'ai remarqué une chose, c'est que les expatriés européens ou américains, voilà, lorsqu'ils vont dans des pays arabes ou autres, alors je ne sais pas comment ça se passe en Afrique ou en Amérique latine, mais en tout cas lorsqu'ils vont dans des pays arabes, ils se mélangent très peu. Ils se mélangent très peu avec les locaux. Je parle des expatriés qui vivent là-bas, pas ceux qui restent 6 mois. Ils font aucun effort pour apprendre la langue et ils sont très communautaires. Ce qui est assez ironique parce que c'est souvent les mêmes qui dénoncent le communautarisme en France ou quoi, mais quand eux s'installent dans des pays arabes, ils sont très communautaires. Et donc du coup, ils restent dans leurs clichés, ils restent dans leur bulle un peu d'expatriés, et ce qui fait qu'ils vont très rarement vers l'autre. Ils ne font pas l'effort d'apprendre à connaître. Ils ne font pas l'effort d'apprendre à connaître l'autre, et du coup, ça les rend, je ne veux pas dire condescendants, mais ça paternaliste un peu. Il y a toujours ce côté un peu paternaliste qui revient. Le local est souvent vu comme une personne, comme un indigène, qu'il faudrait civiliser. Je vais te raconter une anecdote, j'en avais parlé, j'avais consacré un statut dessus sur Facebook parce que ça m'avait complètement choqué. J'étais au Liban et j'attendais le taxi dans la rue où j'habite et je croise 4-5 personnes, je crois qu'ils étaient australiens ou peut-être anglais, je crois qu'ils étaient australiens, ils avaient un accent qui ressemblait à l'accent australien et ils avaient des pancartes « Free Aleppo » et ils distribuaient des flyers. Libérer Alep. Oui, voilà, « Help Syrian People », etc. Et moi, je vais les voir et je leur demande s'ils font partie d'une ONG ou d'une association et ils me disent « Non, on est en visite au Liban et on en profite pour sensibiliser les Libanais sur ce qui se passe en Syrie. » Et ça m'avait tellement choqué. Le Liban est limitrophe à la Syrie. Il y a plus d'1 million de réfugiés syriens au Liban. En 2014, je crois qu'il y avait un quart de la population du Liban qui était des réfugiés syriens. 2,5 millions en 2014, sur 22 millions d'habitants. Et ces 5-6 Australiens pensent qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe en Syrie et ils viennent nous sensibiliser.
Et ça m'avait choqué. Et c'est ça en fait qui est énervant. Et ces gens-là ne s'en rendent même pas compte, c'est ça le pire. Ils ne s'en rendent pas compte de leur condescendance, de ce paternalisme. Enfin, je veux dire, je sais pas, imaginez un seul instant des touristes japonais en train de vous distribuer des tracts pour vous dire on vient vous sensibiliser sur la crise des gilets jaunes, enfin la crise, enfin, je sais pas, c'est sur ce qui se passe avec les gilets jaunes. J'ai dit mais attendez, vous pensez qu'on vous a attendu pour savoir ce qui se passe? Et c'est ça qui est frappant, mais qui est surtout très énervant, quoi. Ça c'est au Liban et en France. Quand toi tu as grandi en France, est-ce que tu ressentais une différence comme certaines personnes que j'ai interviewées qui, de par leur couleur de peau, pouvaient être... Oui, après, c'était plus, moi j'ai grandi en banlieue parisienne en plus, donc c'était le racisme, on le vivait quand on se faisait contrôler par la police, des réflexions. Une fois, moi je me rappelle, j'avais 13-14 ans, une des premières fois de ma vie où je me fais contrôler, j'étais un gamin et ils nous fouillent, ils nous contrôlent, ils nous demandent nos papiers. Alors à 13 ans, t'as jamais tes papiers sur toi quand tu sors jouer avec tes copains. Je veux dire, et ils me disent, tiens, c'est bizarre, vous n'avez pas de shit sur vous, c'est bizarre, des Arabes qui n'ont pas de shit sur eux, c'est rare. Et moi, et c'est ce genre de racisme-là que l'on subissait, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle le délit de faciès. Voilà, donc après, moi, je ne peux pas faire dans la victimisation non plus, mais oui, c'est vrai qu'il y a un racisme. Il y a un racisme structurel, clairement. Le racisme, on le vivait aussi dans le quotidien, où on se faisait recaler de boîtes de nuit, ou par exemple, une fois, je me souviens, là, c'est des petits exemples, hein, mais c'est des choses qui m'avaient marqué. Une prof, quand je suis arrivé, j'étais en 6e peut-être, et vous savez, nous au Liban, on parle arabe, mais il y a beaucoup de mots anglais, français qui reviennent tout le temps, c'est un peu dans nos codes. Et moi, ça nous arrive de dire des mots en anglais, même dans la famille, please, etc. Et une fois, je ne sais plus pourquoi, la prof me convoque, me dit tu parles en quelle langue quand tu es chez toi? Et je lui dis en arabe, et elle me dit oui mais tu as dit un mot en anglais, tu dis des fois des mots en anglais. Je dis oui mais parce que quand on parle au Liban, on est habitué à mélanger un peu l'arabe, l'anglais, etc. Elle me dit oui tu diras à tes parents qu'ici on est en France, on parle que français. Et vous savez, quand vous avez 13, 14 ans, 12, 13 ans, c'est des choses qui... Aujourd'hui, on me dirait ça, j'enverrais chez la personne et ça s'arrête là. Mais quand on est gamin, c'est des choses qui nous marquent un peu. Donc c'est plus à ce niveau-là. Et puis après, on peut parler globalement du racisme structurel, du racisme d'État, du deux poids deux mesures, par exemple. On peut en parler pendant des heures. Mais voilà, là, à titre d'expérience personnelle, c'est plus des choses de ce genre où présenter mon passeport à l'aéroport Charles de Gaulle, et ça m'est arrivé qu'une fois, hein, et voir la personne me dire tiens, vous vous appelez Salim, c'est français ce prénom. Donc c'est voilà, avant de prendre l'avion en plus, ça m'arrive pas tous les jours, mais c'est des choses qui me sont arrivées. Après, le racisme c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus complexe aussi. Donc voilà, après le racisme est partout aussi, hein. Moi au Liban le racisme est très présent aussi. Et puis c'est non seulement un racisme entre communautés, c'est un racisme confessionnel aussi. C'est-à-dire que moi, mon père est druze, il est de confession druze et ma mère est de confession sunnite. Quand ils se sont mariés, c'était quelque chose d'incroyable au Liban. C'est deux personnes de deux confessions, alors que c'est plus ou moins la même confession, hein. C'est l'islam, mais vous savez, dans l'islam, au Liban, il y a les druzes, les sunnites, les chiites, etc. Et donc déjà, rien que ça, c'était quelque chose de super progressiste pour l'époque. Donc le racisme, il est partout, quoi. Les femmes que tu as choisies, donc ces femmes artistes, elles sont pas toutes libanaises, il y en a d'autres pays. Ouais. Est-ce que tu as fait un choix juste parce que tu les connaissais et que la forme d'art était intéressante, ou est-ce que le pays dans lequel elles étaient t'intéressait aussi? Non, mais ça s'est fait de manière naturelle, oui. Alors forcément il y a plus de Libanais. Tu n'as pas choisi les pays, tu as choisi moi si j'avais le budget, je le dis souvent, si j'avais un budget, si j'avais une grosse production derrière moi, je voulais faire un film où vraiment je filme, où je mets la lumière sur différentes artistes de tout le monde arabe. Je serais allé en Égypte, en Algérie. Là, on est vraiment frustrés. Enfin, moi, j'étais vraiment frustrée. Ça dure 31 minutes, il faut dire, c'est pas très long déjà. Et on a envie de les connaître plus, on a envie de connaître leurs amis, on a envie de savoir comment les gens autour réagissent. Une fois, je me rappelle, après le documentaire, il y a une femme qui me dit oui, mais dans votre film, vous parlez pas de l'Iran, alors que vous l'avez fait exprès pour pas montrer la souffrance des femmes arabes. Et moi, je dis mais l'Iran, c'est pas un pays arabe déjà. Puis il m'a regardé, ah bon? Je dis bah oui. C'est perse, ça n'a. Voilà. Et c'est vrai que pour nous, la Russie, c'est pas la France. Je veux dire. Donc, pour en revenir à ce que je disais, moi, si j'avais les moyens, j'aurais voulu faire un film un peu plus long, où je couvre d'autres pays du monde arabe, l'Égypte, la Libye. Et je connais des femmes artistes dans ces pays-là, mais j'avais pas les moyens. Donc,
Le Liban, en tant que Libanais, c'était plus facile pour moi. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 femmes libanaises, parce que voilà, quand je suis au Liban, je vais chez moi, je ne vais pas dans un hôtel. Donc voilà, c'est moins coûteux au niveau du budget, ça ne me coûte pas grand-chose. Oui, parce que là, tu l'as autoproduit. Ah oui, mais c'est autoproduit à 100%. Et l'Arabie Saoudite, le Koweït, il se trouve que la fille koweïtienne, Abrar, était au Liban au moment où je tournais et que c'était une amie, donc j'ai décidé voilà, d'en profiter pour la filmer. Pink Hind, la fille d'Arabie Saoudite, c'était pas évident d'aller en Arabie Saoudite, donc surtout pour filmer, etc. Donc je lui ai demandé à elle de trouver une équipe pour la filmer. Je leur ai dit quelles questions lui poser, etc. Et Nawel, la fille tunisienne, elle habite en France maintenant depuis quelques temps, donc c'était facile aussi de la filmer. Donc voilà, mais moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais voulu vraiment faire quelque chose de plus panarabique, on va dire. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant pour moi aussi. Et puis, et tu penses pas avec cette suite, amorce, on m'a souvent demandé si avoir des financements pour faire quelque chose de plus... Ouais, on m'a souvent demandé si j'allais faire une suite, mais je trouve qu'en fait, tout compte fait, 31 minutes, c'est bien parce que c'est vrai que pour les personnes qui s'intéressent vraiment, pour les cinéphiles, pour les personnes qui vont dans les festivals, etc., c'est vrai que c'est frustrant, que c'est pas assez long. Et c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas forcément cinéphiles, 31 minutes, c'était parfait, quoi. Ils me disaient non, c'est parfait, 30 minutes, de plus, ça aurait été peut-être ennuyant pour eux. Enfin voilà, donc je me suis dit, bon, c'est le compromis. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals de courts-métrages qui n'acceptent pas les films qui dépassent 31 minutes, 30 minutes. Et donc moi, je voulais le projeter dans le maximum de festivals possible. Donc là, avec 31 minutes, c'est un format qui est parfait parce que je peux le projeté dans les festivals de long métrage et dans les festivals de court métrage et un peu partout dans les écoles, dans les médiathèques. Voilà, c'est dans les écoles, les élèves, oui, voilà, les jeunes, ça les embête pas. Voilà, 30 minutes, on ne peut pas le voir parfait. sur le net, hein, le film. Oui, donc voilà. il circule dans les festivals, dans les projections privées, et tu dans penses les pas universités. Le mettre en streaming, par exemple payant sur Vimeo ou quelque chose comme ça à l'avenir? Moi, c'est même pas une question d'argent. Et puis, il y a un concept avec les festivals, c'est que s'ils se retrouvent sur le net, la plupart des festivals, ils veulent plus en entendre parler. Oui, c'est vrai. Et là, j'ai des projections jusqu'en 2020. Donc peut-être qu'après 2020, je le mettrai. Oui. Et puis, je trouve qu'il y a un peu ce côté, comment dirais-je, ce côté un peu rare qui fait que la personne, quand elle découvre le documentaire, elle est heureuse de l'avoir vu, parce que c'est pas un documentaire qui est sur le net, que tout le monde peut voir sur YouTube et qui est consommé comme du fast-food. Et aujourd'hui, c'est ça, pour moi, un des inconvénients d'Internet, c'est que j'ai l'impression qu'on consomme, que ce soit la musique ou l'image, on consomme tout ça de manière très rapide, et du coup, ça dévalorise un peu, j'ai l'impression. Et donc, du coup, je trouve que c'est bien aussi de ne pas tout mettre sur Internet, parce que ça conserve un peu la valeur de l'art. Oui, ça, c'est un peu mon avis. Moi, dans les années 90, quand j'achetais un CD, c'était quelque chose, limite, je l'accrochais quoi, sur... Oui. Il a été projeté en Iran d'ailleurs récemment. Oui, il a été projeté en Iran il y a 2 semaines, et il a été projeté dans un centre culturel. Il a eu de très bons échos. Vraiment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un message d'une spectatrice qui m'a dit grâce à ce film-là, j'ai envie de découvrir un peu plus le monde arabe. Parce que là aussi, vu qu'il y a des gens qui confondent l'Iran et le monde arabe, là aussi, les Iraniens connaissent peu le monde arabe et le monde arabe connaît peu l'Iran. Et il y a un conflit entre le monde arabe et l'Iran, surtout entre les pays du Golfe et l'Iran. Donc c'est pour ça que quand les gens pensent que l'Iran fait partie du monde arabe, c'est vraiment un cliché. Et donc les gens ne se connaissent pas et ne connaissent pas Enfin, il y a la religion un peu qui est similaire, et pas tout à fait, parce que le monde arabe c'est plus sunnite et l'Iran c'est plus chiite. Mais il y a le socle religieux, mais sinon à part ça, c'est pas la même culture et les deux ont des stéréotypes. Chaque monde a un stéréotype sur l'autre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et ça leur a permis de découvrir autre chose également. Donc c'est aussi, je trouvais ça intéressant et moi j'étais très content qu'il soit projeté là-bas parce que ça a permis à des gens aussi d'avoir une autre vision du monde arabe et ça leur a permis de voir aussi qu'il y a des femmes dans le monde arabe qui, malgré certaines lois liberticides, par le biais de l'art, elles ont trouvé un moyen de s'épanouir et je trouvais ça super intéressant. Et du coup, en France, il est sorti il y a 1 an. Et quelles sont les réactions qui t'ont le plus étonné ou le plus fait plaisir? Franchement, que des bonnes réactions. Beaucoup d'étonnement, beaucoup de gens étaient étonnés, mais ils disaient que ils ont découvert, et c'était le but, qu'ils ont découvert autre chose. Ça a permis de déconstruire des clichés. Il y a eu 2-3 remarques, on ne va pas dire négatives, mais certaines personnes m'ont accusé de vouloir cacher les vrais problèmes en montrant des femmes épanouies, libres, et ce à quoi je leur ai répondu, le même exemple que je t'ai donné tout à l'heure, je leur ai dit mais si demain je fais un documentaire sur le foot entre guillemets féminin en France, est-ce que ça voudrait dire que je veux cacher les vrais problèmes parce que je ne parle pas des féminicides, parce que je ne parle pas des inégalités salariales? Ils disent oui mais c'est pas pareil. Oui, pourquoi c'est pas pareil? Enfin voilà, donc quand on filme le monde arabe, quand on parle du monde arabe, on devrait juste parler des problèmes qu'il y a dans le monde arabe, du côté des aspects entre guillemets négatifs. Non, on ne peut pas parler des gens qui sont épanouis, qui sont libres. D'entretenir les clichés qui sont déjà là. Non, voilà, il faut toujours entretenir les stéréotypes. Pourquoi? C'est dans quel but? C'est pour dire oh regardez, il souffre.
on va venir les sauver, ils ont besoin de nous, c'est ça, c'est quoi? Mais sinon, globalement, je ne veux pas faire la mauvaise langue, globalement, c'est très bien perçu. 90% des retours sont très positifs. Voilà, il y a eu quelques remarques de ce genre, mais sinon, globalement, je ne vais pas dire mission accomplie, mais voilà, j'avais envie de déconstruire certains clichés et je pense que j'ai contribué à mon petit niveau, hein, en toute modestie. Je vais pas... Pour terminer, donc, est-ce que tu as d'autres projets de documentaire ? Tout à fait, toujours dans cette idée de déconstruire les clichés. J'ai d'autres idées. Et on en reparlera plus tard, je garde un peu ça sous le coude. Tu as raison, il ne faut pas se faire piquer les idées. On fera une autre interview un peu plus longue, j'espère. Avec c'est vrai plaisir. qu'on était un peu dans le rush, mais je crois qu'on a quand même beaucoup parlé. Moi, je parle beaucoup, je pourrais rester 2 heures. Hein. Mais c'est intéressant, et puis c'est le but du jeu, de pouvoir développer. C'est aussi l'intérêt du podcast, podcast, c'est qu'on peut développer. Merci de laisser la parole, parce que c'est vrai que la plupart des interviews... on a un temps très limité, 5 minutes, 10 minutes, allez 15 minutes le grand max. C'est vrai qu'en 15 minutes, on n'a pas le temps de tout exprimer. Et moi, je suis quelqu'un, je pars dans des digressions des fois. En plus, c'est des problématiques tellement complexes. Voilà, c'est tellement complexe qu'en 10 minutes, on ne peut pas en parler. Voilà, Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Déjà, rien que parler de rap, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, parler des clichés, dénoncer les stéréotypes, l'orientalisme, etc. Là, et puis les cultures aussi, en parlant positivement. C'est vrai que moi-même, là, je suis encore un peu sur ma faim. J'aurais aimé qu'on puisse beaucoup plus parler de la culture au Liban, de tout ce qui s'y passe. En tout cas, merci pour cette interview. Oui, merci beaucoup à toi. Tu as un rendez-vous tout de suite après, donc je te laisse partir. À la prochaine pour parler de ton prochain documentaire. Yes. Bonne continuation. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.